Ma fille était assise dans une niche, attachée à une chaîne. Je l'ai vue de mes propres yeux et j'ai failli m'évanouir, là, dans la cour de sa propre maison. J'ai 63 ans. J'ai les genoux en mauvais état et une tension à frôler les 20. Mais j'ai escaladé une clôture de 2 mètres, parce qu'un cœur de mère ne connaît pas le mot impossible. Et quand mon gendre est sorti sur le perron, tasse de café à la main, et a lâché « Ne touche pas au chien, belle maman. Elle est punie, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai compris qu'une chose, aujourd'hui, quelqu'un ne sortira pas d'ici, et ce ne sera pas moi. » Avant de continuer, écrivez en commentaire jusqu'où vous iriez pour protéger vos enfants. Maintenant, écoutez. Jeanne avance de quelques pas, persuadée que son esprit lui joue un tour. Le jardin est calme. Trop calme. Les volets sont fermés. Pas un bruit venant de la maison. Puis elle voit la niche, au fond du terrain, près du cabanon. Grande, en bois brut, recouverte d'un vieux morceau de bâche en guise de toit. À côté, une gamelle vide. Et une chaîne. Jean Esserit net. La chaîne ne bouge pas. Puis elle tremble légèrement. Dans l'ombre de la niche, une silhouette recroquevillée. Des cheveux emmêlés. Une épaule nue couverte d'échymoses jaunies. Un regard qui se lève lentement vers elle. Ce regard, elle le reconnaîtrait entre mille. Elodie. Assise dans la terre, les genoux serrés contre elle. Une chemise de nuit sale, autrefois blanche. Le visage creusé, les lèvres fendillées. Autour de son cou, un collier en cuir épais, serré trop fort. Un vrai collier de chien, avec une boucle métallique. La chaîne part du collier et s'enfonce dans le sol, attachée à un piquet en acier. Jeanne sent son cœur cogner dans ses tempes. L'air lui manque. Ses genoux cèdent presque. Sa fille. Atachi. Dans son propre jardin. Le soleil de juin brille comme si tout était normal. Comme si cette scène n'existait pas. Comme si l'enfer ne pouvait pas se cacher derrière une belle maison bourgeoise. Élodie cligne des yeux, comme si elle avait du mal à comprendre si ce qu'elle voit est réel. Puis ses lèvres bougent. Très doucement. Maman. Le bruit d'une porte qui s'ouvre claque dans le silence. Jean se retourne brusquement. Romain apparaît sur le perron, comme s'il sortait simplement profiter du soleil. T-shirt blanc impeccable. Pantalon d'intérieur. Une tasse de café à la main. Il descend les marches sans se presser, souffle sur la surface du café, en boit une gorgée. Son regard glisse vers la niche. Puis vers Jeanne. Aucune surprise. Aucune gêne. Juste un léger sourire. Il s'arrête à quelques mètres d'elle, penche légèrement la tête, comme si la scène l'amusait. « Je ne me souviens pas vous avoir invité, Jeanne. » Sa voix est calme. Presque polie. Jeanne ouvre la bouche, prête à hurler, à l'attaquer, à arracher cette chaîne à main nue. Mais Romain lève la main, paume ouverte, comme pour interrompre une conversation banale. Puis il dit, d'un ton parfaitement neutre. « Ne touche pas au chien, elle est punie. » Le mot tombe dans l'air chaud comme une gifle. Chien. Il désigne Élodie d'un léger mouvement de menton, comme on parle d'un animal capricieux. Elle a désobéi. Elle doit apprendre. Il boit une autre gorgée de café. Regarde Jeanne droit dans les yeux. C'est ma maison. Ma famille. Je décide des règles ici. Pendant une seconde, tout devient silencieux. Jeanne n'entend plus Romain. Ni les oiseaux. Ni même sa propre respiration. Elle ne voit qu'une chose. Élodie, attachée au sol, traitée comme une bête. Et soudain, quelque chose se brise en elle. Ou peut-être se met en place. Un déclic. Froid. Net. Definitive. La peur disparaît. La fatigue disparait. Ses genoux douloureux, sa tension, ses 63 ans, tout s'efface. Il ne reste qu'une certitude. Aujourd'hui, ça s'arrête. Elle regarde Romain sans ciller. Il croit encore contrôler la scène. Il croit encore qu'elle va crier, pleurer, supplier, puis repartir. Mais il ne connaît pas cette version d'elle. Jeanne pense à toutes les années où elle s'est tue. À son propre mariage. Au silence. Au coup qu'elle n'a jamais dénoncé. À la peur qu'elle a laissé s'installer dans la maison où Élodie a grandi.
Elle a déjà été lâche une fois. Pas deux. Elle se redresse lentement. Essuie ses mains pleines de terre sur sa jupe déchirée. Fixe Romain avec un calme presque inquiétant. Dans son regard, il n'y a plus de panique. Il y a une décision. Et cette décision ne changera plus. Quoi qu'il en coûte. Quelques heures plus tôt, Jeanne était à genoux dans son potager, derrière sa petite maison de campagne, à 1 heure de Paris. Le soleil de juin chauffait les tuiles rouges du toit. La radio, posée sur le rebord de la fenêtre, diffusait les infos locales. Une journée ordinaire. Calme. Presque paisible. Son téléphone a vibré dans la poche de sa vieille blouse. Elle n'a pas réagi tout de suite. Elle voulait finir d'arracher la rangée de mauvaises herbes. Puis le téléphone a vibré encore. Et encore. 3 fois en moins de 10 secondes. Jeanne s'est redressée, essuyant ses mains pleines de terre sur le tissu. Elle a sorti son smartphone, celui que son ancienne classe lui avait offert pour son départ à la retraite. Numéro inconnu. Son cœur s'est légèrement serré. Elle a ouvert le premier message. Un seul mot. Maman. Sans majuscule. Sans point. Exactement comme Élodie écrivait depuis toujours. Gina senti son ventre se mover. Deuxième message. Je suis piégée. Les mots mal orthographiés, tapés trop vite. Troisième message. Viens. Et rien d'autre. Pas d'explication. Pas d'adresse. Pas d'appel ensuite. Jeanne a relu les 3 messages. Le numéro était inconnu. Mais ce maman, elle l'aurait reconnu entre 1000. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. Les doigts de Jeanne ont agi avant même que son esprit ne comprenne. Elle a appuyé sur « Appeler ». Une tonalité. 2, 3. Chaque seconde semblait durer 1 minute. Puis un déclic. Un souffle. Pas une voix d'adulte. Pas Élodie. Une voix d'enfant. Très basse. Étouffée. Comme si le téléphone était caché sous un coussin. Mamie. Jeanne a senti son cœur s'arrêter. Lucas. Lucas, c'est toi? Où est maman? Silence. Puis un chuchotement précipité, tremblant. Mamie, papa est. Un bruit sec. Comme quelque chose qu'on arrache. Un choc. Un cri, bref, étouffé. Puis plus rien. La ligne a coupé. Jeanne est restée immobile au milieu du jardin, le téléphone collé à l'oreille. Le soleil brillait toujours. La radio parlait encore de la météo du week-end. Mais son monde venait de basculer. Lucas ne chuchote pas comme ça pour rien. Et les enfants ne murmurent pas « mamie » s'ils ne sont pas en danger. Après le choc dans le combiné, il y a eu une seconde de souffle brouillé. Puis un cri. Caught. Brutal. Un cri d'enfant. La communication s'est interrompue d'un coup. Écran noir. Jeanne a regardé son téléphone comme si l'appareil venait de lui mentir. Elle a rappelé immédiatement. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Numéro indisponible. Elle a essayé d'écrire. Elodie responds. Où es-tu? Message non-distribute. Alors elle a appelé le numéro habituel de sa fille. Celui qu'elle connaissait par cœur. Messagerie. Puis elle a appelé Romain. 2 sonneries. Puis la ligne a coupé. Encore une fois. Puis un message automatique. Votre appel n'a pas abouti. Elle connaissait ce signal. Son numéro était bloqué depuis plus d'1 an. Jeanne est restée debout au milieu du jardin, incapable de bouger. Le vent faisait trembler les feuilles du figuier. Un avion passait au loin dans le ciel bleu. Et quelque part, à quelques dizaines de kilomètres, son petit-fils venait de crier. Et plus personne ne répondait. Jean se souvient. 3 mois plus tôt, Élodie était venue seule à la maison de campagne. Sans Romain. Sans Lucas. Elle n'était restée que 2 heures. Elle avait dit que Romain l'avait laissé venir un moment, parce qu'il avait un rendez-vous important. Il ne voulait pas que je traîne dans ses jambes. À l'époque, la phrase avait déjà sonné faux. On ne laisse pas une femme de 35 ans aller voir sa mère. Mais Jeanne s'était tue. Ce jour-là, Élodie avait maigri. Beaucoup. Ses joues étaient creusées.
ses épaules plus osseuses. Elle bougeait avec précaution, comme si chaque geste lui coûtait. Quand Jeanne lui avait pris le bras pour l'embrasser, elle avait remarqué un hématome violet autour du poignet. « Tu t'es fait mal ?» Élodie avait retiré son bras trop vite. « Je suis tombée dans les escaliers. Rien de grave. » Puis elle avait changé de sujet. Jeanne avait aussi appris que sa fille avait quitté son travail. « Romain gagne suffisamment, » avait-elle expliqué. « Il préfère que je reste à la maison. » Lucas, lui, était très occupé. Cours de soutien. Activité. Papa dit qu'il faut se concentrer sur son avenir. Jeanne se souvenait surtout du regard d'Élodie. Un regard qui cherchait constamment l'approbation. Qui s'excusait avant même de parler. Ce n'était pas le regard d'une femme heureuse. C'était le regard de quelqu'un qui marche sur des œufs. Et aujourd'hui, en repensant à tout cela, Jeanne sent une vérité glaciale se former en elle. Les signes étaient là. Depuis longtemps. Jeanne n'a pas eu besoin de vérifier 2 fois. Quand elle a tenté d'appeler Romain après le cri de Lucas, la ligne a coupé presque immédiatement. Pas de sonnerie normale. Pas de messagerie. Juste ce silence mécanique qu'elle connaissait trop bien. Il l'avait bloquée. Cela faisait plus d'1 an. La dernière fois qu'ils s'étaient vus tous les 3, c'était lors d'un dîner chez Élodie. Romain parlait fort, riait encore plus fort, racontait ses réussites professionnelles comme on récite un CV. À un moment, Élodie avait renversé un verre d'eau. Romain avait serré la mâchoire. Son sourire s'était figé. Jeanne avait dit, calmement, « Ce n'est qu'un verre, Romain. » Rien de plus. Mais le ton ne lui avait pas plu. Il avait répondu sèchement qu'il savait gérer sa maison. Que chacun devait rester à sa place. Le lendemain, Élodie avait appelé sa mère en pleurant. Romain ne voulait plus qu'elle se voie trop souvent. Il disait que Jeanne montait sa fille contre lui. Que leur couple n'avait pas besoin d'interférence. Quelques jours plus tard, Jeanne avait essayé d'appeler son gendre pour apaiser les choses. Numéro bloqué. Élodie avait expliqué d'une voix gênée. Il préfère éviter les tensions, c'est mieux comme ça. Mieux pour qui ? Depuis, Jeanne passait uniquement par sa fille. Toujours discrètement. Toujours brièvement. Romain coupait progressivement les ponts. 1 à 1. Et Jeanne, aujourd'hui, comprenait enfin ce que cela signifiait vraiment. Isoler. Separer. Controller. Ce n'était pas un caprice. C'était une méthode. Assise sur le banc devant sa maison, le téléphone encore dans la main, Jeanne sent une vieille mémoire se réveiller. Ce n'est pas seulement de l'inquiétude. C'est une reconnaissance. Elle a déjà vu ce schéma. Les compliments au début. L'amour envahissant. Les « je fais ça pour toi ». Puis les critiques. Puis l'isolement. Puis la dépendance financière. Puis la peur. Son mari, Pierre, était exactement comme ça. Au départ, il l'appelait « ma princesse ». Il disait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Puis il a commencé à critiquer ses amis. À dire que sa mère la manipulait. À lui expliquer qu'elle n'avait pas besoin de travailler. Quand elle a quitté son emploi, il a souri. Quand elle a arrêté de voir ses proches, il était satisfait. Et quand elle s'est retrouvée seule, sans argent, sans soutien, sans sortie possible. Les coups ont commencé. Jeanne ferme les yeux. Elle se revoit porter des cols roulés en été. Inventer des chutes dans l'escalier. Expliquer des bleus par de la maladresse. Elle se revoit dire « Je reste pour ma fille ». Elle pensait protéger Élodie. En réalité, elle lui apprenait à accepter. Aujourd'hui, les messages, la voix tremblante de Lucas, le numéro bloqué, la maigreur d'Élodie, les excuses répétées. Tout s'aligne. Ce n'est pas un conflit conjugal. Ce n'est pas un couple qui traverse une période difficile. C'est du contrôle. C'est de l'emprise. C'est de la violence. Et cette fois, Jeanne ne détournera pas les yeux. Jeanne entre dans la maison sans retirer ses chaussures. Elle va droit vers la commode du salon. Le tiroir du bas. Celui qu'elle n'ouvre presque jamais en présence d'Élodie. À l'intérieur, une chemise cartonnée épaisse. Cornée aux angles. Lured. 3 ans.
3 ans qu'elle rassemble. Elle la pose sur la table de la cuisine et l'ouvre. En premier, des certificats médicaux des urgences. Hôpital de Saint-Denis. Clinique privée à Nanterre. Service d'orthopédie à Versailles. Contusion thoracique. Fracture costale ancienne. Traumatism crânien léger. Multiples hématomes d'âge différents. À chaque fois, la même mention. Chute domestique. Jeanne sait que ce n'était pas des chutes. Sous les certificats, des photos. Prises discrètement dans la salle de bain de la maison de campagne. Un poignet violet. Une marque de doigt sur un bras. Une entaille au-dessus de l'arcade. Puis viennent les captures d'écran. Des messages envoyés tard dans la nuit. J'ai peur. Il a encore perdu le contrôle. Je ne sais pas où aller. S'il apprend que je t'écris, ça va être pire. Et toujours, le lendemain matin. Supprime tout. Jedrematis. Tout va bien. Jeanne n'a rien supprimé. Au fond de la chemise, des transcriptions de messages vocaux. La voix d'Élodie, tremblante, parfois en pleurs. Je ne me reconnais plus. Il dit que je ne vaux rien. Il dit que sans lui je finirai à la rue. Jeanne referme un instant les yeux. Elle n'a pas rassemblé ses preuves par curiosité. Elle l'a fait parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'un jour, il faudrait frapper fort. Et ce jour est arrivé. Jeanne tourne encore une page. Une feuille plus récente. Imprimée depuis l'espace en ligne d'une banque française. Relevé de compte au nom d'Élodie Morel. Autrefois, il y avait dessus ses économies. Son salaire d'assistante comptable. Des virements réguliers. Un petit matelas de sécurité, suffisant pour louer un studio et tenir quelques mois. Puis, 2 ans plus tôt, tout change. Virement exceptional. Montant, 18 400 €. Destinataire, Romain Delaney. Motif, gestion familiale. 1 mois plus tard. Compte clôturé. Sold, €0. Jeanne serre les dents. Elle se souvient d'Élodie lui disant « C'est plus simple comme ça. Romain gère tout. » Plus simple pour qui? Depuis ce jour-là, Élodie n'a plus eu de carte bancaire à son nom. Plus de chéquier. Plus d'accès à ses identifiants. Romain lui donnait de l'argent en espèces pour les courses. Et exigeait les tickets. Chaque euro justifié. Chaque dépense contrôlée. C'était propre. Legal en apparence. Presque invisible. Mais en réalité, c'était une cage. Sans argent, on ne part pas. Sans compte, on ne loue pas. Sans autonomie financière, on obéit. Jeanne referme le relevé. Ce n'est plus seulement de la violence physique. C'est de l'emprise totale. Jeanne referme la chemise d'un geste sec. Il n'y a plus de doute. Plus de place pour l'hésitation. 3 messages. La voix tremblante de Lucas. Les numéros injoignables. Les preuves accumulées depuis 3 ans. Tout converge vers une seule conclusion. Elle ne peut pas attendre. Elle attrape son sac à main. Glisse la chemise à l'intérieur. Prend ses papiers, ses clés de voiture. Ses mains tremblent légèrement, mais ses gestes sont précis. Méthodiques. Elle ne pleure pas. Elle ne panique pas. Elle agit. Avant de sortir, elle s'arrête une seconde dans l'entrée. Si elle se trompe, elle passera pour une folle. Si elle a raison, chaque minute compte. Elle ouvre la porte. L'air chaud de juin lui frappe le visage. Elle monte dans sa vieille Renault. Le moteur démarre au 2e essai. En quittant l'allée, une seule pensée tourne en boucle dans sa tête. Cette fois, je ne resterai pas à regarder. Quoi qu'elle découvre derrière ce portail, elle ira jusqu'au bout. La départementale défile sous les roues de la vieille Renault. Les champs dorés alternent avec des zones industrielles, puis des lotissements. Jeanne conduit vite, mais pas dangereusement. Ses mains sont fermes sur le volant. À mi-chemin, elle prend une décision supplémentaire. Elle attrape son téléphone posé sur le siège passager et compose un numéro qu'elle n'a jamais supprimé. Claire Lambert. Ancienne élève. Aujourd'hui journaliste pour une chaîne régionale en Île-de-France.
Spécialisée dans les faits divers. Claire décroche presque immédiatement. Madame Morel. Jeanne ne tourne pas autour du sujet. Elle parle vite. Explique les messages. La voix de Lucas. La chaîne. Les preuves dans la chemise. De l'autre côté, le silence devient lourd. Puis la voix de Claire change. Plus professionnelle. Plus tranchante. Vous êtes sûr de ce que vous me dites? Je l'ai vu de mes propres yeux. Un battement. Ne faites rien seul. Donnez-moi l'adresse. Jean la dicte. Claire respire profondement. J'appelle un contact à la police. Je viens avec une équipe. On ne coupe pas les caméras. Jean raccroche. Elle sait que ce coup de fil change tout. Ce n'est plus seulement une mère contre son gendre. C'est la lumière contre l'ombre. Moins de 10 minutes après avoir raccroché, le téléphone de Jeanne sonne à nouveau. Claire. Sa voix est désormais posée, rapide, efficace. J'ai eu un officier. Ils prennent ça très au sérieux. S'il y a séquestration et violence, ils interviennent immédiatement. Jeanne sent son cœur battre plus fort. Ils viendront. Oui. Une patrouille est en route. Je les rejoins sur place avec un cadreur. On filme tout. Jeanne hésite une seconde. Et si, s'il nie? Claire ne laisse pas la phrase se terminer. S'il nie, on aura la caméra. S'il ment, on aura les preuves. Et s'il essaie de retourner la situation, il y aura des témoins. Un silence. Puis, plus doucement. Mais surtout, Jeanne, ne vous mettez pas en danger. Attendez-nous. Jeanne regarde la route devant elle. Attendre. Elle promet. Mais au fond d'elle, elle sait déjà que si la porte reste fermée, si personne ne répond, si elle entend le moindre cri, elle ne restera pas de l'autre côté du portail. La voiture accélère légèrement. Quelque part devant elle, une maison au volet fermée l'attend. Et cette fois, elle ne sera pas seule. La Renault s'arrête 2 maisons avant l'adresse. Jeanne coupe le moteur. La rue est calme. Trop calme. Rue des Jardins. D est parfaitement taillé. Des SUV propres devant les portails. Un quartier sans histoire. La maison de Romain est là. Briques rouges. Volets gris anthracite. Caméra au-dessus du portail. Tout semble normal. Presque élégant. Jeanne regarde l'heure. Claire a dit 10 à 15 minutes. 10 minutes. Elle reste assise, 3 secondes. Son regard se fixe sur le portail fermé. Derrière ces murs, sa fille est peut-être encore attachée. Son petit-fils est peut-être en train de pleurer. Attendre devient impossible. Elle sort de la voiture. Chaque pas vers le portail lui semble lourd, irréversible. Elle appuie sur l'interphone. Silence. Elle appuie une deuxième fois. Toujours rien. Pas un mouvement derrière les rideaux. Pas un bruit. Son cœur accélère. Elle contourne le mur latéral, longe la clôture en métal. Entre 2 plaques, une fine ouverture. Jean se penche. Et à travers la fente, elle aperçoit le fond du jardin. La niche. La chaîne. Quelque chose en elle se serre. Elle ne peut pas rester là à attendre des gyrophares. Elle lève les yeux. Un vieux platane dépasse légèrement au-dessus de la clôture. 2 mètres de haut. Des pointes métalliques en haut du grillage. 63 ans. Des genoux fragiles. Une tension instable. Elle ne réfléchit plus. Elle grimpe. De l'extérieur, rien ne trahit l'horreur. La maison de Romain ressemble à une publicité immobilière. 2 étages en briques claires. Fenêtres propres. Volets lines. Massif de fleurs entretenues avec soin. Le portail en métal sombre est surmonté de pointes décoratives. Un visiophone moderne clignote doucement à côté de la sonnette. Une caméra de surveillance pivote lentement au-dessus de l'entrée. Tout respire l'ordre. La réussite. La respectabilité. Une voiture allemande est garée dans l'allée. Brillante. Impeccable. On dirait la maison d'un couple modèle. D'un père attentionné. D'une famille sans histoire. Et pourtant, aucun bruit ne vient de l'intérieur.
Pas de télévision. Pas de voix. Pas de pas. Même les oiseaux semblent s'être tus. Le silence est épais. Étrange. Un silence qui n'a rien de paisible. Jeanne pose la main sur le métal froid du portail. Tout est beau. Tout est propre. Et derrière cette façade parfaite, l'enfer se cache en plein jour. Jeanne appuie une troisième fois sur le visiophone. Toujours rien. L'écran reste noir. Aucune voix. Aucun mouvement derrière les rideaux. Son regard balaie la rue. Personne ne la regarde. Personne ne sait. Elle recule de quelques pas et longe la clôture. À l'angle du terrain, un vieux platane étend ses branches au-dessus du mur. L'une d'elles dépasse légèrement de l'autre côté. Jeanne lève les yeux. 2 mètres de hauteur. Pointe métallique au sommet. Des genoux qui la font souffrir chaque matin. Elle inspire profondément. Puis elle pose le pied contre le tronc. L'écorce lui écorche les paumes. Sa jupe s'accroche à une branche. Son genou lance une douleur vive. Mais elle grimpe. Pas vite. Pas élégamment. Avec la détermination brute de quelqu'un qui n'a plus le droit d'avoir peur. Elle atteint la branche la plus épaisse. Rampe dessus, le ventre collé au bois. En dessous, le jardin de Romain. Elle bascule le poids de son corps. Une seconde suspendue dans le vide. Puis elle retombe de l'autre côté, lourdement, dans un massif de rosiers. Les épines lui griffent les bras. La douleur explose dans son coude. Mais elle est à l'intérieur. Et maintenant, plus rien ne peut l'arrêter. Jean se redresse lentamente. Son souffle est court. Ses bras saignent légèrement à cause des épines. Le jardin est parfaitement entretenu. Pelouse tondue au millimètre. Mobilier d'extérieur design. Piscine couverte au fond. Tout respire la réussite. Puis son regard glisse vers l'arrière du terrain. Près du cabanon. Elle la voit. La niche. Massive. En bois sombre. Trop grande pour un petit chien. À côté, une gamelle en inox. Vide. Et surtout, la chaîne. Une chaîne épaisse, métallique. Brillante par endroits, rouillée à d'autres. Elle part de la niche et s'étire jusqu'à un piquet planté solidement dans la terre. Jeanne reste immobile. Ils n'ont jamais eu de chien. Romain déteste les animaux. Il l'a répété des dizaines de fois. Alors pourquoi une niche? Pourquoi une chaîne? Son cœur commence à battre plus vite. Un léger mouvement attire son attention. Quelque chose bouge à l'intérieur. Pas un animal. Une forme humaine. Et soudain, Jeanne comprend. Et tout son corps se glace. Jeanne s'approche pas à pas. Le bois de la niche est sombre à l'intérieur. L'odeur de terre humide et de renfermé lui monte au nez. Elle se penche légèrement. Et elle la voit. Élodie est assise au fond, recroquevillée contre la paroi. Ses genoux serrés contre sa poitrine. Ses pieds nus couverts de poussière. Elle porte une chemise de nuit claire, autrefois blanche, maintenant tachée de terre et froissée. Ses cheveux sont emmêlés. Son visage est creusé, pâle, presque gris sous la lumière du soleil. Puis Jeanne voit le collier. Un véritable collier en cuir brun, épais, serré autour du cou de sa fille. La boucle métallique est tirée au maximum. De ce collier par une chaîne lourde, attachée à un piquet planté dans le sol. Pas une corde. Pas une ficelle. Une chaîne. Élodie lève lentement les yeux. Son regard est vide au début, absent. Puis il vacille. Elle reconnaît sa mère. Ses lèvres tremblent. Jeanne tombe à genoux dans la terre sans sentir la douleur. Sa main tremble quand elle touche la joue froide d'Élodie. Sa fille. Sa petite fille qu'elle a portée dans ses bras il y a 35 ans. Attachée. Humiliate. Enfermée comme un animal. Le monde extérieur continue de tourner. Mais pour Jeanne, tout vient de s'arrêter. Jeanne tente de desserrer le collier, ses doigts tremblent tellement qu'elle n'arrive même pas à accrocher la boucle. Élodie, ma chérie, je suis là. Mais Élodie secoue faiblement la tête. Ses lèvres sont sèches. Sa voix est à peine audible. Un souffle plus qu'un mot. Pause. Jean se fige. Quoi? Non, je ne pars pas. Élodie la regarde avec une urgence désespérée.
Pars, maman, il va prendre Lucas. Sa voix se brise. Il a dit, si tu reviens, il s'en prendra à lui. Les mots sont hachés, sortis avec effort, comme si parler lui coûtait physiquement. Jeanne sent un froid glacial lui traverser la poitrine. Même enchaînée, même humiliée, même détruite, sa fille pense d'abord à son fils. Il écoute tout, il surveille. Chuchot Elodie. S'il te voit ici, ce sera pire. Ses doigts s'agrippent faiblement à la manche de Jeanne. Pars, protégé Lucas. Jeanne comprend alors une chose terrible. Élodie ne se bat plus pour elle-même. Elle survit pour son enfant. Jeanne s'approche encore. Ça va aller, je vais t'enlever ça. Ses doigts se glissent sous le cuir du collier. Il est serré trop fort. La peau d'Élodie est marquée d'une ligne rouge sombre. Jeanne cherche la boucle. La touche. Essaye de la soulever. Ses mains tremblent violemment. La boucle est rigide, rouillée par l'humidité. Le métal ne cède pas. Elle tire. Rien. Elle tire plus fort. Le collier ne bouge pas d'un millimètre. Élodie grimace légèrement, mais ne dit rien. Comme si la douleur était devenue normale. Attends, attends. Murmure Jean, halatanti. Elle tente de faire passer son ongle sous la languette. Le cuir est épais. Desi. Ses doigts glissent. Elle n'a pas assez de force. La chaîne cliquette contre le piquet à chaque mouvement. Le bruit est insupportable. Jeanne sent la panique monter. Elle tire encore. Ses mains deviennent moites. Sa vue se brouille. Non, non. Elle tente d'arracher le collier d'un coup sec. Impossible. Le métal résiste. Et derrière elle, dans la maison, une porte vient de s'ouvrir. Le bruit de la porte qui claque derrière, elle résonne dans le jardin. Jean se redresse lentement. Romain descend les marches du perron avec une lenteur presque étudiée. Toujours cette tasse de café à la main. Toujours ce visage parfaitement maîtrisé. Il observe la scène comme s'il assistait à une simple dispute de voisinage. « Je crois que vous avez franchi une limite, Jeanne. » Sa voix est basse, posée. Pas un cri, pas une insulte. Juste du contrôle. Il s'approche de quelques pas, sans se presser. Vous êtes entré sur une propriété privée. C'est une intrusion. Il sort son téléphone de sa poche, le fait tourner entre ses doigts. Je peux appeler la police immédiatement. Il désigne la clôture d'un léger mouvement de tête. Escalade, violation de domicile. Ce n'est pas très malin à votre âge. Il boit une gorgée de café. Vous devriez partir avant que ça ne devienne officiel. Son regard descend vers la niche. Elle est sous ma responsabilité. Puis il relève les yeux vers Jeanne. Et je ne tolérerai aucune interférence. Il parle comme un homme certain d'avoir le pouvoir. Certain d'être cru. Certain que son statut, sa maison, sa voix posée pèseront plus lourd que les mots d'une femme de 63 ans couverte de poussière. Il croit encore contrôler la situation. Il ne voit pas que cette fois, Jeanne n'est pas venue seule. Romain s'arrête à quelques mètres de la niche. Il regarde Élodie comme on regarde quelque chose qu'on possède. Pas une personne. Pas une épouse. Une chose. Elle a désobéi. Sa voix est presque pédagogique. Comme s'il expliquait une règle simple à un enfant. Jeanne sent la colère lui brûler la poitrine. « Tu es fou ?» souffle-t-elle. Romain ne hausse même pas le ton. « Non. Je mets de l'ordre. » Il pointe la chaîne du menton. « Elle doit apprendre. » Puis il ajoute, d'un ton parfaitement neutre. « Elle doit obéir. » Le mot tombe lourdement. Obéir. Pas discuter. Pas exister. Pas décider. Obéir. Comme un animal dressé. Élodie baisse instinctivement les yeux. Son corps se referme un peu plus. Jeanne voit ce réflexe. Cette soumission automatique. Et elle comprend à quel point cela dure depuis longtemps. Romain reprend une gorgée de café. Vous voyez ? Elle se calme quand on pose des limites. Il sourit. Un sourire froid. Pour lui, ce n'est pas de la violence. C'est de la discipline.
La porte de la maison s'ouvre brusquement. Des pas précipités sur le carrelage. Lucas sort sur le perron. Il s'arrête en voyant Jeanne dans le jardin. Ses yeux sont rouges. Son visage tendu. Pendant une seconde, il semble hésiter. Puis il court vers son père. Il se place derrière lui. S'agrippe à son t-shirt. Se cache presque. Jeanne ouvre les bras instinctivement. « Lucas, viens, mon chéri. » Mais le garçon secoue la tête. Son regard change. Il répète, mot pour mot, d'une voix tremblante mais déterminée. Mommy meant. Jeanne reste figée. Lucas serre le tissu du t-shirt de son père. Papa dit que maman est malade. Papa dit qu'elle exagère. Papa dit qu'elle doit apprendre à obéir. Les mots sont ceux d'un adulte, pas ceux d'un enfant de 8 ans. Romain pose une main sur la tête de son fils. Just do. Protecteur en apparence. Tu vois? Même lui comprend. Lucas regarde Jeanne avec un mélange de peur et de colère. Pause, Mamie. Papa a dit que tu détruis la famille. Ces phrases ne viennent pas de lui. Mais il les croit. Et c'est peut-être la chose la plus terrible dans ce jardin. Pas la chaîne. Pas le collier. Mais un enfant qui défend son bourreau. Jean regarde Romain. Il est plus grand. Plus jeune. Plus fort. Un seul mouvement brusque de sa part. Et il pourrait la repousser au sol sans effort. Elle le sait. Elle voit déjà le scénario. Il dira qu'elle a attaqué, qu'elle est instable, qu'elle a pénétré illégalement chez lui. Et il aura l'air crédible. Maison impeccable. Chemise propre. Voix calme. Face à lui. Une femme de 63 ans, les bras griffés, la jupe déchirée, les cheveux en désordre. La force brute ne gagnera pas. La colère non plus. Si elle se jette sur lui maintenant, il transformera la victime en coupable. Jean sent son cœur battre violemment. Mais elle ne crie pas. Elle ne l'insulte pas. Elle ne touche pas Romain. Elle regarde Lucas, caché derrière son père. Elle regarde Élodie, toujours attachée. Puis quelque chose change dans son regard. La rage devient froide. Stratégique. Elle comprend que la bataille ne se gagnera pas dans ce jardin. Avec des mains nues. Elle se gagnera autrement. Et Romain ne s'y attend pas. Jeanne ne dit plus un mot. Elle se redresse lentement. Son regard quitte Romain. Puis Élodie. Puis Lucas. Elle se dirige vers le portail, d'un pas mesuré. Romain ricane légèrement. Voilà. C'est plus raisonnable. Il croit qu'elle abandonne. Il croit qu'elle a compris sa place. Jeanne ouvre le portail de l'intérieur. Avant de sortir, elle se penche, ramasse son sac tombé dans la chute. Elle vérifie d'un geste rapide. La chemise cartonnée est toujours là. Elle la serre contre elle. 3 années de preuves. De dates. De photos. De messages. De silence accumulé. Ce n'est plus une mère paniquée. C'est un dossier. Elle franchit le portail. Le referme derrière elle. Ses mains tremblent encore. Mais cette fois, ce n'est plus de peur. C'est de détermination. À peine a-t-elle franchi le portail que le rire de Romain éclate derrière elle. Un rire bref. Moqueur. Satisfied. Retournez à vos tomates, Jeanne. Il pense avoir gagné. Il pense que tout va reprendre comme avant. Le silence. La peur. Le contrôle. Jeanne s'arrête une seconde sur le trottoir. Elle n'a pas besoin de se retourner. Elle imagine parfaitement son sourire. Mais au loin, elle entend autre chose. Un bruit de moteur. Puis un second. Des portières qui claquent. Jeanne ferme les yeux une fraction de seconde. Le rire derrière le portail continue encore quelques secondes. Puis il s'éteint. Parce que Romain aussi entend les moteurs. Jeanne rouvre les yeux. Cette fois, ce n'est plus une vieille femme seule devant une belle maison. Cette fois, la façade va tomber. Et Romain ne le sait pas encore. Mais à partir de maintenant, rien ne sera plus jamais sous son contrôle. 2 véhicules s'arrêtent devant la maison. Une voiture de police, gyrophare éteint mais présence imposante. Derrière elle,
Un fourgon blanc avec le logo d'une chaîne régionale. Les portières claquent presque en même temps. 2 policiers sortent du véhicule. Uniforms impeccables. Regard sérieux. Claire Lambert descend du fourgon, micro à la main, suivie de son cadreur qui ajuste déjà la caméra sur son épaule. Jeanne ne bouge pas. Elle tient toujours la chemise contre elle. Claire croise son regard. Pas un mot inutile. Juste un hochement de tête. La caméra s'allume. L'objectif se tourne vers le portail. Les policiers avancent d'un pas décidé. Derrière le métal sombre, Romain apparaît de nouveau dans l'allée. Son sourire a disparu. Il ne s'attendait pas à ça. La rue calme devient soudain une scène officielle. Plus privée. Plus contrôlée. Cette fois, ce n'est plus sa maison contre une belle-mère. C'est la loi. Et des témoins. Le cadreur ajuste la mise au point. La lumière rouge s'allume. Enregistrement. Claire parle d'une voix claire, posée, professionnelle. Nous sommes actuellement rue des Jardins, où une intervention de police est en cours après un signalement de possible fait de séquestration. La caméra ne tremble pas. Elle capture le portail. Le visage fermé des policiers. Jeanne, droite, la chemise serrée contre elle. Puis le portail s'ouvre. Romain apparaît à l'intérieur du jardin. Il voit l'objectif braqué sur lui. Une fraction de seconde. Juste une. Et son masque se fissure. Il se redresse, tente un sourire contrôlé. C'est un malentendu. La caméra s'approche. Filme son visage de près. Filme ses mains. Filme le fond du jardin. La niche entre dans le cadre. La chaîne aussi. Un des policiers lève la main. « Monsieur, reculez et laissez-nous passer. » Romain parle vite maintenant. Trop vite. Ma femme n'est pas bien, elle a des troubles. Je la protège. La caméra ne coupe pas. Elle enregistre chaque mot. Chaque hésitation. Chaque changement de ton. Dans ce jardin, pour la première fois, Romain ne contrôle plus le récit. Et il le comprend. Il n'a plus le sourire. Romain parle plus vite qu'avant. Sa voix n'est plus stable. Vous ne comprenez pas la situation. Ma femme est instable, elle fait des crises. Il désigne vaguement la niche, sans oser regarder la caméra. Elle s'est mise là toute seule. Je voulais justement appeler un médecin. Un policier le coupe. Monsieur, écartez-vous immédiatement. Romain recule d'un pas, puis un autre. Son regard passe de la caméra aux uniformes. Il cherche un allié. Un visage compréhensif. Quelqu'un qui le croira. C'est ma propriété, vous n'avez pas le droit. Mais sa voix tremble légèrement. La caméra capte la sueur qui perle à sa tempe. Son assurance de tout à l'heure. Celle de l'homme sûr de lui. Maître de sa maison. Maître de sa famille. A Despero. À la place, il y a la panique. Il parle encore. Explique trop. Justifie trop. Et chaque mot qu'il prononce l'enfonce un peu plus. Parce que cette fois, il n'y a plus seulement une belle-mère en face de lui. Il y a la loi. Et une caméra qui n'oubliera rien. Les policiers avancent vers le fond du jardin. Plus aucun mot inutile. L'un d'eux observe la chaîne. L'autre se penche légèrement pour voir à l'intérieur de la niche. Il reste immobile une seconde. Puis son regard change. On appelle le SAMU. Immédiatement. Son collègue sort son téléphone. Donne l'adresse. Parle de séquestration. Demande une ambulance en urgence. La caméra filme tout. La chaîne. Le collier. Le visage d'Élodie, pâle sous la lumière. Le policier s'accroupit devant elle. Sa voix devient plus douce. « Madame, on est là. Vous êtes en sécurité. » Élodie ne répond pas. Ses yeux restent fixes. Comme si son corps avait oublié comment réagir. Jeanne s'approche, mais un policier lui fait signe d'attendre. « Laissez-nous faire, madame. » Le métal cliquette quand ils examinent le collier. Le silence du jardin est brisé par les sirènes au loin. De plus en plus proches. Pour la première fois depuis des jours. Peut-être des années. Quelqu'un intervient. Officiellement. Et Romain, debout derrière eux.
Ne peut plus rien empêcher. Un des policiers tente d'ouvrir la boucle. Le cuir est rigide. La languette coincée. Ça ne cédera pas comme ça. Il sort un couteau de service. Jeanne retient son souffle. La lame glisse sous la lanière de cuir. Un mouvement précis. Net. Le collier cède d'un coup sec. Le morceau de cuir tombe dans la poussière, lourd, humiliant. La chaîne s'affaisse sur le sol. Un bruit métallique qui résonne comme la fin d'un enfermement. Élodie reste immobile une seconde. Puis ses épaules tremblent. Ses doigts montent lentement jusqu'à son cou, comme si elle vérifiait que le collier n'est plus là. Et soudain, quelque chose se brise. Pas en colère, pas en cri. En larmes. Silencieuse d'abord, puis plus visible. Des larmes épaisses roulent sur ses joues sales. Elle ne sanglote pas. Elle ne parle pas. Elle pleure. Pour la première fois depuis que Jeanne est arrivée. Comme si son corps avait enfin compris qu'elle n'était plus attachée. Jeanne fait un pas vers elle. Un policier s'écarte légèrement. Élodie lève les yeux vers sa mère. Et dans ce regard, il n'y a plus seulement du vide. Il y a de la douleur. Et le début d'un retour à la vie. Pendant que les secours entrent dans le jardin, Romain parle encore. Sa voix a changé. Elle n'est plus autoritaire. Elle est pressée. Defensive. Vous ne comprenez pas, elle a des troubles psychologiques. Il se tourne vers la caméra. Elle s'invente des choses. Elle se met en danger. Je voulais juste la protéger. Un des policiers le regarde fixement. La protéger? En l'attachant à une chaîne? Romain lève les mains. C'était temporaire. Elle faisait une crise. Elle pouvait se faire du mal. Ses phrases se contredisent. Il parle trop. Il cherche une version qui tienne debout. Vous savez comment sont les histoires de couple. On dramatise tout. Mais derrière lui, la caméra filme la chaîne au sol. Le collier coupé. Le visage d'Élodie marqué par le cuir. Les ambulanciers la soulèvent doucement sur un brancard. Tout est visible. Tout est enregistré. Romain comprend. Ce n'est plus une dispute privée. Ce n'est plus sa parole contre celle d'une femme. Il n'y a plus d'espace pour le doute. Un policier s'approche de lui. « Monsieur, vous allez nous suivre. » Romain ouvre la bouche pour protester. Mais aucun mot solide ne sort. Il n'a plus le contrôle. Et cette fois, aucune explication ne pourra effacer ce qui a été vu. Pendant que les ambulanciers installent Élodie sur le brancard, Jeanne ouvre enfin la chemise. Ses mains ne tremblent plus. Elle sort la première feuille. Urgence de Saint-Denis. 23 mars 2022. Traumatism crânien léger. Le policier prend le document. Elle en sort un deuxième. 15 juillet 2022. 2 côtes fissurées. Cause déclarée, chute dans l'escalier. Un troisième. 9 janvier 2023. Hématomes multiples, bras et cuisses. Puis un autre. Et encore un. Chaque feuille porte un tampon officiel. Un cachet d'hôpital. Une signature de médecin. Les dates s'alignent. Mars. Juillet. Janvier. Novembre. Toujours la même explication, accident domestique. Toujours les mêmes zones touchées. Toujours des blessures compatibles avec des coups. Le policier feuillette. Son visage reste professionnel, mais ses mâchoires se crispent. La caméra zoome légèrement sur les documents. Les dates sont lisibles. Les diagnostics clairs. Romaine palette. Ce sont des accidents, elle est maladroite. Jeanne lève les yeux vers lui. Calme. Glacial. Cet accident en 3 ans. Toujours sans témoin. Toujours après une dispute. Le silence s'installe. Les feuilles bruissent dans les mains de l'officier. Ce n'est plus une accusation. Ce sont des faits. Et chaque date raconte une violence que personne n'a voulu voir. Jusqu'à aujourd'hui. Jeanne sort une seconde liasse de feuilles. Des captures d'écran. Des impressions de messages. Elle entend une au policier. 12 novembre, 23h48. Il lit. J'ai peur. Il a encore perdu le contrôle. Une autre feuille.
3 février, minuit 17. S'il découvre que je t'écris, ça va être pire. Romain secoue la tête. Elle dramatise tout, elle exagère. Jeanne ne répond pas. Elle sort maintenant des pages imprimées en texte. Ce sont des transcriptions de messages vocaux. Le policier parcourt les lignes. Je ne sais plus qui je suis. Il dit que je ne vaux rien. Il dit que sans lui je finirai à la rue. Plus bas. Si je pars, il prendra Lucas. Roma inserraidit. Ce sont des paroles sorties de leur contexte. Mais la caméra filme. Chaque phrase. Chaque date. Chaque heure tardive. Toujours la nuit. Toujours en secret. Jeanne ajoute, d'une voix ferme. Le matin suivant, elle me demandait de tout effacer. Elle sort encore une capture. Supprime ce que j'ai dit. Tout va bien. Le policier relève les yeux. Il comprend. Ce n'est pas une crise isolée. C'est un système. Romain ouvre la bouche pour protester encore. Mais plus il parle, plus les preuves parlent fort. Jeanne sort la dernière série de documents. Des relevés bancaires. Elle les pose sur le capot de la voiture de police pour que l'agent puisse les lire. Compte au nom d'Élodie Morel. Le policier parcourt les lignes. Pendant des années, des virements réguliers. Son salaire. Ses économies. Puis, soudain. Virement exceptional, 18,400 euros. Destinataire, Romain Delaney. Motif, gestion familiale. 1 mois plus tard. Compte clôturé. Sold, 0 euros. Jeanne parle d'une voix calme. Depuis cette date, elle n'a plus eu de carte bancaire à son nom. Elle sort un autre document. Tout passait par lui. Romain intervient. C'était plus simple. Je gérais les finances. Beaucoup de couples fonctionnent comme ça. Jeanne le fixe. Elle devait justifier chaque ticket de caisse. Silence. Le policier relève les yeux. Il ne voit plus seulement une scène choquante. Il voit un schéma complet. Violence physique. Isolement. Menaces. Dépendance financière. Un enfermement total. Romain tente encore. C'était pour l'équilibre du foyer. Mais l'équilibre dont il parle ressemble à une cage. Et aujourd'hui, cette cage est exposée en plein jour. Le policier referme la chemise de documents. Il échange un regard bref avec son collègue. Puis il se tourne vers Romain. « Monsieur Delaunay, vous allez nous suivre au commissariat. » Romain recule d'un pas. « Vous ne pouvez pas m'arrêter pour ça. » Sa voix n'a plus rien d'assuré. Le policier s'approche. Sequestration. Violence aggravée. Contrôle coercitif. Chaque mot tombe lourdement. Le cadreur s'avance légèrement. La caméra capte tout. Romain tente encore de parler. C'est un malentendu. Vous vous trompez. Mais déjà, le policier lui prend le poignet. Un clic sec. Le premier bracelet métallique se referme. Un second. Le son des menottes résonne dans le jardin. Le même homme qui, quelques minutes plus tôt, parlait de règles et d'obéissance, se retrouve les mains attachées dans son propre jardin. La caméra ne détourne pas l'objectif. Elle filme son visage. Plus de sourire. Plus d'assurance. Juste la stupeur. Les voisins commencent à regarder par-dessus les haies. La façade parfaite de la maison reste immobile. Mais l'image du père modèle, du mari respectable, vient de s'effondrer en direct. Quand les menottes claquent, Lucas comprend que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. Il arrache son bras de celui du gendarme qui tentait de le retenir. Et court vers son père. « Papa, papa, non !» Sa voix se brise. Il s'accroche à la taille de Romain. Tente de repousser le policier avec ses petites mains. « Laissez-le. Vous êtes méchant. Il n'a rien fait. » Ces mots sortent en rafale, mélangés aux sanglots. C'est mamie qui ment. C'est elle qui fait du mal. Romain baisse les yeux vers son fils. Pendant une seconde, il semble hésiter. Puis il murmure. « Sois fort, mon champion. Papa va revenir. »
Lucas secoue la tête. Il pleure, hurle, frappe le torse du gendarme. La scène est filmée. Un enfant en panique. Un père menotté. Une image impossible à effacer. Jeanne regarde son petit-fils. Elle ne répond pas à ses accusations. Elle voit au-delà des cris. Elle voit un enfant terrorisé, conditionné à choisir son camp. Et aujourd'hui, son monde vient de s'écrouler. Lucas hurle encore. Il traite sa grand-mère de menteuse. Il supplie les policiers de libérer son père. Jeanne ne répond pas. Elle le regarde attentivement. Pas comme on regarde un enfant capricieux, mais comme on observe un enfant blessé. Ces mots ne sont pas les siens. Ce sont des phrases répétées. Des phrases apprises. Papa est le seul qui nous protège. Mamie détruit la famille. Jeanne sent un frisson froid lui traverser le dos. Elle a déjà vu ça. Des années plus tôt. Une petite Élodie qui défendait son propre père. Sans comprendre ce qu'elle vivait. Le cycle est là. Sous ses yeux. Si personne n'intervient, Lucas grandira avec la même idée de l'amour. La même peur. La même violence déguisée en autorité. Jeanne comprend alors que l'arrestation de Romain ne suffit pas. Sauver sa fille était urgent. Mais sauver son petit-fils est vital. Parce que sinon, dans 20 ans, une autre femme pourrait se retrouver enfermée derrière une autre porte. Et l'histoire recommencerait. La chambre d'hôpital est blanche, silencieuse. Le médecin referme le dossier après plusieurs examens. Il parle avec une précision clinique. Déshydratation modérée à sévère. État de dénutrition. Multiples hématomes d'âges différents. Anciennes fractures costoles consolides. Síndrome de estrés post-traumatique probable. Chaque phrase est posée calmement. Mais chacune est un coup. Les bleus récents se superposent à des traces plus anciennes. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un épisode. C'est une répétition. Le médecin ajoute que le corps montre des signes d'exposition prolongée au stress. Tension élevée, troubles du sommeil, hypervigilance. Élodie écoute sans lever les yeux, comme si on parlait de quelqu'un d'autre. Jeanne, elle, comprend une chose. Les marques visibles ne sont qu'une partie de l'histoire. Le reste est invisible, mais tout aussi réel. La nuit est tombée sur l'hôpital. La perfusión gowote lentement. Élodie fixe le plafond quelques secondes, puis commence à parler. Au début, dit-elle, tout était parfait. Romain était attentif, présent, protecteur. Il envoyait des messages toute la journée. Il disait qu'elle était différente, spéciale. Puis les remarques ont commencé. Tes amis ne te comprennent pas. Ta mère se mêle trop de notre couple. Un vrai foyer n'a pas besoin d'une femme qui rentre tard. Petit à petit, elle a coupé les liens. Moins de sorties, moins d'appels, puis plus du tout. Quand elle a quitté son travail, il a dit que c'était pour son bien. Je m'occupe de tout. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter d'argent. Elle a cru que c'était de l'amour. Le premier coup est arrivé un soir banal. Un dîner en retard. Un ton qu'il a jugé insolent. Il l'a frappé. Un seul geste, rapide. Puis des excuses. Des fleurs. Des promesses. Elle a pensé que c'était un accident. Que ça ne se reproduirait pas. Mais après le premier coup, il y a toujours un deuxième. Puis un troisième. Et un jour, la peur devient normale. Le silence retombe dans la chambre. Élodie vient de parler pendant près d'1 heure. Jeanne reste immobile, les mains jointes. Puis elle dit doucement : « Je dois te dire quelque chose. » Élodie tourne la tête vers elle. Jean inspire. Elle raconte. Son mariage. Les débuts parfaits. Les fleurs. Les promesses. Puis les cris. Puis les coups. Elle explique comment elle a porté des cols roulés en été. Comment elle a appris à sourire devant les voisins. Comment elle a répété « ce n'est pas si grave ». Elle avoue qu'elle est restée 18 ans. Qu'elle disait que c'était pour sa fille. Mais qu'au fond, elle avait peur. Élodie la regarde, stupéfaite. Je ne savais pas.
Jeanne hoche la tête. Adjustment. J'ai trop bien caché. Elle ajoute, la voix plus ferme. Et en cachant, j'ai laissé croire que c'était normal. Un long silence. Puis Jeanne prend la main de sa fille. Aujourd'hui, ça s'arrête avec nous. Pas de secret. Pas d'excuses. Pas de silence. Le cycle qui a commencé une génération plus tôt vient d'être nommé. Et ce qui est nommé peut être brisé. La salle d'audience est silencieuse. L'avocat de Romain se lève. Costume somber. Voix posée. Jests matrices. Il ne nie pas totalement les faits. Il les reformule. Mon client a grandi dans un environnement violent. Il n'a jamais appris à gérer ses émotions. Il reproduit des schémas qu'il a subis. Il parle des enfances traumatiques, de manque de repères masculins, de pression professionnelle. Puis il change de cible. Madame Morel présente une fragilité psychologique. Des épisodes anxieux. Une tendance à dramatiser. Il suggère que la situation serait le résultat d'un conflit conjugal exacerbé. Pas une séquestration. Pas un système de contrôle. Un conflit. Il tente de déplacer la responsabilité. Romain baisse la tête au bon moment. Essuie une larme. L'image d'un homme dépassé par ses propres blessures. Mais dans la salle, les photos du jardin, les rapports médicaux, les relevés bancaires, restent silencieux et implacables. Le procureur se lève à son tour. Pas d'effet de voix, pas de mise en scène. Il ouvre le dossier. Les faits sont établis. Il énumère méthodiquement. Certificats médicaux sur 3 années. Hematomes repetes. Fractures anciennes. Constat d'urgence. Il projette à l'écran les photos prises le jour de l'intervention. La niche. La chaîne. Le collier. Un silence lourd traverse la salle. Puis la vidéo tournée par l'équipe de Claire Lambert. Romain Menacant. Romain parlant des obéissances. Romain justifiant l'enfermement. La défense ne peut pas contester les images. Le procureur poursuit. Témoignages des voisins. Rapport des services sociaux. Expertise psychologique confirmant un état de stress post-traumatique. Chaque élément renforce le précédent. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un système. Isolement. Dépendance financière. Violence physique. Menace sur l'enfant. Le procureur referme le dossier. Ce tribunal ne juge pas une enfance difficile. Il juge des actes. Et les actes, eux, sont documentés. La juge revient après la délibération. La salle se lève. Sa voix est claire, sans emphase. Elle rappelle les chefs d'accusation. Séquestration, violence répétée, harcèlement, emprise financière. Elle souligne la durée. La premeditation. La vulnérabilité de la victime. Puis elle prononce la peine. 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans ferme. Mandat de dépôt immédiat. Interdiction d'entrer en contact avec Élodie Morel et Lucas Delaunay. Interdiction d'approcher à moins de 500 mètres. Un silence lourd. Romain ferme les yeux. Les gendarmes s'approchent. Élodie ne se retourne pas. Jeanne serre la main de sa fille. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une victoire bruyante. C'est une frontière officielle. Un cadre légal. Une distance imposée par la loi. Et pour la première fois depuis des années, la peur n'a plus le dernier mot. 6 mois plus tard, Élodie signe un bail à son nom. Un petit appartement dans une résidence sociale près de Versailles. Réservé aux victimes de violences conjugales. Rien de luxueux. Mais la clé est à elle. Son nom est sur la boîte aux lettres. Son nom est sur le contrat. Personne ne peut la mettre dehors. Elle installe des rideaux qu'elle a choisis elle-même. Peint un mur en beige clair. Achète une table d'occasion. Des gestes simples. Mais chaque geste est une décision. Elle ouvre un nouveau compte bancaire. Carte à son nom. Code connu d'elle seule.
Elle trouve un poste de comptable à distance pour une petite exploitation agricole en Île-de-France. Salaire modeste. Mais régulier. Le premier virement arrive. Elle regarde le montant longtemps. Ce ne sont pas seulement des chiffres. C'est une preuve. Elle peut subvenir à ses besoins. Elle peut reconstruire. Et surtout, elle peut choisir. Lucas voit une psychologue 2 fois par semaine. Au début, il reste silencieux. Bras croisés. Regard fuyant. Réponse courte. Il répète que son père est le plus fort. Que sa mère exagère. La psychologue ne contredit pas. Elle lui propose de dessiner. Dans les premiers dessins, le père est immense, rouge, avec des mains disproportionnées. La mère est petite, Grace. dans un coin. Lucas se dessine près de son père, mais sans le toucher. Les semaines passent. Les dessins changent. Les couleurs s'adoucissent. Les distances diminuent. Un jour, il dit « Quand papa criait, j'avais mal au ventre. » Puis, je faisais semblant de ne rien entendre. Il commence à poser des questions. Pourquoi il mettait maman dehors? Est-ce que c'était de ma faute? On lui explique, doucement, que les adultes sont responsables de leurs actes, que la violence n'est jamais normale, que protéger quelqu'un ne veut pas dire lui faire peur. À la maison, il parle un peu plus. Il accepte de jardiner avec Jeanne, de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Un soir, après un cauchemar, il vient s'asseoir près de sa mère. Il ne dit pas grand-chose, mais il reste. Et pour la première fois, il ne défend plus son père. Il commence à comprendre. Et surtout, il commence à se sentir en sécurité. Le soir tombe sur le petit jardin. Lucas joue au ballon. Élodie arrose les plantes sur le balcon. Jeanne les observe en silence. Il y a encore des cicatrices. Des silences lourds parfois. Des nuits difficiles. Mais il n'y a plus de cris. Plus de portes claquées. Plus de pas lourds dans le couloir. Plus de peur qui s'installe dans chaque pièce. Jeanne repense au jour où elle a vu la niche. À la chaîne. À l'odeur de terre et de métal. Elle repense aussi à son propre passé. À ce qu'elle n'a pas osé faire autrefois. Puis elle regarde sa fille debout, libre. Son petit-fils qui rit sans se retourner. Et elle comprend une chose. Le cycle s'est arrêté ici. Pas parce que la douleur a disparu, mais parce que le silence, lui, a été brisé. Jeanne murmure pour elle-même. La peur ne reviendra plus ici. Pas tant qu'elle respirera.